Alors, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est que si par cas Emmanuel Macron prend autant de temps et qu'il avait pris autant de temps la dernière fois, c'est qu'il n'y a pas de solution magique, dans la mesure où le contexte politique est particulier. Là, aujourd'hui, à la différence de la dernière fois où il avait plutôt penché à droite pour obtenir une non-censure du RN, il veut quelqu'un qui obtienne une non-censure de la part du Parti socialiste. C'est plutôt pour ça qu'on se dirige vers quelqu'un qui est capable de parler plutôt à l'aile gauche. Alors, initialement, il y avait plutôt l'hypothèse François Bayrou qui avait émergé pendant une semaine. Je pense qu'il y a beaucoup de tirs de barrage contre lui et à gauche et à droite. Et aujourd'hui, de ce qui s'entend globalement dans les circuits plutôt parisiens, c'est plutôt le nom de Roland Lescure qui est favori, en tout cas qui est le grand favori aujourd'hui. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Le premier, c'est qu'il avait attaqué très fortement le Rassemblement national, et c'est ce qui lui est reproché désormais. Mais en tout cas, il a pris des positions qui sont très claires contre le Rassemblement national, qui pourraient plaire notamment à la gauche, au PS, aux communistes et aux écologistes. Le deuxième point, c'est que en termes de ligne politique, il est assez proche du président de la République et le président de la République aura confiance en lui dans la mesure où il avait participé à la Grande Marche depuis le début. Et donc, c'est à peu près ça, les indications qui font que c'est lui qui pourrait être le fameux effet waouh, surtout que l'entourage de l'Élysée dit qu'il pourrait y avoir une surprise par rapport aux noms qui sont indiqués. Alors ensuite, après, quelle est sa limite? Et là, on a deux, justement, il a les qualités de ses défauts. Le premier, c'est qu'en fait, il a pris des positions qui sont très dures contre le Rassemblement national. Donc, le Rassemblement national a dit très clairement que si c'était lui, il permettrait une censure. Mais bon, de toute façon, à la différence de la dernière fois, si par quel le PS ne censure pas, ils ne pourront pas le censurer. Mais il reste une dernière interrogation, c'est la position des Républicains, qui sont très peu... enthousiastes à l'égard que ce soit Roland Lescure, voilà, que ce soit Roland Lescure qui soit nommé à Matignon, notamment avec le groupe parlementaire, les deux groupes parlementaires des députés et des sénateurs, et surtout Bruno Retailleau et l'entourage de Retailleau qui ne veulent pas de Lescure et donc qui pourraient compromettre son maintien à Beauvau si par cas c'était lui qui était nommé. Alors, ce qui est intéressant dans ce que nous dit... Parce que l'architecture, c'est que vous savez que vous n'aurez pas 289 députés avec vous, c'est quasiment impossible, hormis de faire une grande coalition Front républicain allant de LFI jusqu'au macronisme. L'objectif, c'est de ne pas avoir 289 députés contre soi. Or, en fait, l'équation est la suivante. Si par cas vous avez un Premier ministre de gauche qui ne satisfait ni les communistes, ni les écologistes, vous n'avez pas 289 députés parce que vous n'êtes pas sûr que les républicains ne vont pas censurer potentiellement ce gouvernement. On prend un exemple simple, ça dépend de qui est nommé. Si c'est Cazeneuve, évidemment que ce sera plus simple. Il ne sera pas censuré. Non, Cazeneuve ne sera pas censuré. Mais si par cas vous mettez quelqu'un qui est plus à gauche, qui correspond à ce que veut Tondelier ou éventuellement les communistes, il sera censuré par les républicains. Donc en fait, la difficulté actuellement pour Emmanuel Macron, c'est qu'il a des listes éventuelles, mais il n'y a personne qui coche exactement toutes les cases. Il faut qu'il soit assez à gauche pour plaire au Parti socialiste, aux écologistes et aux communistes. Mais si par cas, oui, c'est quelqu'un qui est trop à gauche, il se fera censurer par les républicains sans que vous ayez de garantie tout de suite que et le PC et les écologistes suivent cette éventuelle lignée. Or, aujourd'hui, si quand même il faut le souligner, pourquoi est-ce que le Parti socialiste change de stratégie? Actuellement, ils peuvent faire ce qu'on appelle en politique l'un des plus grands braquages. C'est-à-dire qu'ils ont fait 1,7% à la dernière élection présidentielle. Ils ont récupéré 65 députés grâce à un accord avec Jean-Luc Mélenchon, alors qu'ils n'auraient pas dû en avoir autant. Et potentiellement, aujourd'hui, on leur dit, vous avez deux points. C'est que vous pouvez, récupérer à Matignon quelqu'un qui vient de chez vous pour appliquer éventuellement votre politique, comme ce qui a été fait la dernière fois avec Michel Barnier, qui a pu globalement appliquer sa politique parce que Macron se mettra en retrait. Et deuxième point, vous pouvez vous extirper, vous avez une échappatoire potentielle avec et la proportionnelle et un nouveau cadre politique pour couper avec les insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Donc évidemment qu'ils vont pousser leur logique jusqu'au bout afin de s'extirper de cette logique, parce que si par cas ils y vont tout seuls, sans les macronistes et sans les insoumis, ils finiront avec une dizaine de députés au mieux en cas de législative anticipée. Alors je précise que pendant... La situation politique, c'est qu'on a oublié la situation financière. C'est-à-dire que si Barnier est tombé, c'est parce que la France n'a pas adopté un budget à l'équilibre depuis 1974 et qu'avec les dérapages financiers auxquels on a eu l'audition de Bruno Le Maire ce matin, il fallait trouver 100 milliards d'euros supplémentaires. C'est-à-dire qu'actuellement, on a un déficit compris entre 5 et 7% du PIB. C'est-à-dire compris entre 150 et 180 milliards d'euros. Donc c'est un budget qui coûte cher politiquement. C'est-à-dire que c'est difficile pour des partis de venir devant les Français ou de venir devant l'Assemblée nationale en disant on va augmenter les impôts de 150 milliards d'euros, on va baisser les dépenses publiques de 150 à 180 milliards d'euros. Donc ça, c'est l'autre point qui va être difficile. Est-ce que vous avez un Premier ministre, notamment de gauche, il part qu'Emmanuel Macron se dirige vers cette option, qui sera capable d'annoncer et de venir devant l'Assemblée nationale et de venir devant les Français, devant les marchés financiers, aller devant la Commission européenne en disant c'est pas grave, de toute façon les déficits on s'en fout, la procédure de déficit excessif lancée par la Commission européenne on s'en fout, les marchés financiers de toute façon c'est des gens qui sont entre eux, c'est des banquiers, et c'est pas grave. Ensuite, après, si par cas il fait ça, le taux d'intérêt augmente et finalement la charge de la dette devient beaucoup plus conséquente. Donc il sera obligé, vous êtes obligé d'avoir un Premier ministre qui va être finalement dans une certaine orthodoxie budgétaire. Donc là, ça ajoute un véritable enjeu supplémentaire. Ensuite, après, sur le plan politique, moi je pense que l'idée qu'ont eu les chefs de parti mardi,
c'est qu'en fonction de là où ça penche, soit à gauche, soit à droite, je n'exclus pas que soit le Parti socialiste, soit les Républicains décident de s'abstenir sur le budget, donc décident de voter ni oui ni non, c'est-à-dire que le Premier ministre qui va être annoncé soit à gauche, soit à droite, va présenter un budget et que le parti en face dira on est contre le budget, mais pour des questions de stabilité d'institution, on ne le fait pas tomber dans la mesure où l'intérêt supérieur de la France le commande, au-delà des intérêts partisans, parce qu'il y a autre chose qui est dit. C'est vrai qu'effectivement, il y a des élections dans un an, mais quand vous prenez le sondage Fracture Française, qui est sorti au début du mois, il y a 83% des Français qui pensent que les politiques sont tous pourris et qui pensent uniquement à leur intérêt personnel plutôt qu'à l'intérêt commun. Et si par cas vous avez des partis politiques qui continuent à jouer comme ça, donc c'est-à-dire ce que dénonçait De Gaulle, le régime des partis, jouer l'entre-soi, jouer la prochaine élection, jouer l'élection d'après, jouer des bisbilles en disant on va éliminer lui, on va éliminer lui, on va éliminer lui, de toute façon ils vont tous être balayés comme ce qui s'est passé en Italie et ça va servir Mélenchon et Le Pen. L'action entre ce que veulent les Français et la situation politique, c'est-à-dire que la situation politique actuelle empêche toute réforme profonde ou toute réforme structurelle. C'est-à-dire que si par cas vous avez un Premier ministre qui annonce, je ne sais pas moi, une augmentation massive des impôts sur le revenu, une augmentation massive sur les impôts sur le patrimoine, il se fait censurer automatiquement et par les macronistes et par les républicains et par le Rassemblement national. De la même manière, si vous avez quelqu'un qui arrive et qui dit on fait comme Javier Milei, on arrive à la tronçonneuse, on coupe toutes les dépenses publiques parce que c'est n'importe quoi, il se fait censurer par toute la gauche et peut-être potentiellement par le Rassemblement national. Or, quand vous regardez la situation française, on a une situation qui est délicate. Je le rappelais, vous avez entre 150 et 180 milliards d'euros de déficit public annuel. Les dépenses publiques n'ont jamais été aussi élevées en France. On a le record de dépenses publiques dans le monde. On a le record de prélèvements obligatoires dans le monde et la dette n'a jamais été aussi élevée avec 3 200 milliards d'euros, plus les 100 milliards d'euros de déficit laissés par Bruno Le Maire, ce qu'on appelle le dérapage financier. Et vous avez une situation qui est particulière, c'est-à-dire que vous n'avez jamais autant dépensé, vous n'avez jamais autant prélevé. Pour autant, on dénonce, et en tout cas les Français ont voté pour davantage de services publics. C'est-à-dire que malgré les dépenses qui sont records et malgré les impôts qui sont records, vous avez un manque de qualité de services publics et vous avez un manque de quantité de services publics. Comment on peut faire confiance à un État auquel on dénonce une impuissance publique qui n'arrive pas à exécuter 100 000 peines d'emprisonnement par an ? De la même manière, vous avez beaucoup de gaspillages qui sont dénoncés. Et c'est ça tout l'enjeu, c'est-à-dire que si vous avez besoin de quelqu'un qui mette en fait des grandes réformes structurelles, que ce soit à gauche, au centre ou à droite, qu'importe, mais qui enclenche des grandes réformes structurelles, parce qu'actuellement, le couple franco-allemand sont les deux hommes malades de l'Europe et qu'il faut pouvoir relancer ce couple, sinon vous arrivez sur une économie qui est morose. Mais malgré tout, les deux pays, la France comme l'Allemagne, parce qu'on est traversés par les mêmes crises et les mêmes causes politiques profondes, on n'est pas en situation de pouvoir faire dégager une majorité pour faire émerger des réformes de ce type-là. Parce que pour avoir une réforme de ce type-là, il faut avoir une assise politique très forte à l'Assemblée nationale et surtout, et c'est rarement dit, mais une assise dans l'opinion. Or, actuellement, quand vous prenez les différents partis politiques, vous n'avez aucun parti politique qui rassemble assez de Français, ou en tout cas qui est majoritaire, pour pouvoir gouverner, pour pouvoir faire accepter ce type de décision, parce qu'on confond à chaque fois la légitimité de position et la légitimité d'action. Ce n'est pas parce que vous êtes président de la République que les Français vont accepter vos réformes. Ce n'est pas parce que vous êtes député que les Français vont accepter vos lois. Or, pour pouvoir créer ce type d'action, il faut créer du consentement. Et avec la classe politique actuelle et au vu des sondages qu'on voit, ça paraît compliqué quand on a l'impression, et en tout cas que les Français ont l'impression que les députés et la classe politique se battent davantage pour leur propre intérêt personnel, en tout cas pour sauver les postes de l'un ou de l'autre, ou les intérêts partisans de son parti politique, plutôt que pour l'intérêt général. Alors, il y a un sondage... Non, il y a deux éléments cette fois-ci, je vais essayer de le défendre cette fois-ci. Il y a 2 points. Il y a 2 points qui ont changé. Le premier, c'est que depuis qu'il a été réélu président de la République, son entourage, son parti a plus de pouvoir pour bloquer des gens. C'est-à-dire qu'à son premier quinquennat, il voulait nommer quelqu'un, il nommait quelqu'un, il prenait l'avis de personne ou très peu de personnes, il fonctionnait en comité plutôt restreint. Là maintenant, il teste des options et son entourage peut bloquer des gens ou pas. C'est comme ça que Mme Vautrin s'est fait bloquer au moment où il a été réélu président de la République et que d'autres personnes comme Darmanin, etc., auraient pu être Premier ministre et ont été bloqués notamment par d'autres personnes comme Richard Ferrand. Et à chaque fois, de toute façon, comme il est dans un parti qui sont et de gauche et de droite, si vous proposez quelqu'un de droite, la gauche n'est pas contente. Si vous proposez quelqu'un de gauche, la droite n'est pas contente. Et inversement, et donc du coup, il arrive sur quelqu'un qui est nommé en dernier. C'est pour ça qu'à chaque fois, il fait monter des noms et que c'est quelqu'un qui n'a pas été nommé, qui n'a pas été cité par la presse, qui finalement est nommé. Là, cette fois-ci, la différence, c'est qu'il voulait nommer quelqu'un très rapidement après la censure de Barnier, mais qu'en fait, la position des socialistes a changé. L'évolution de la position des socialistes a changé son optique. Il n'avait que 2 options, en fait. Et au lendemain de la censure de Barnier, soit il nommait quelqu'un comme Lecornu, capable d'aller draguer le Rassemblement national, soit il nommait un gouvernement technique. Les socialistes ont changé de position et maintenant ils privilégient ce qu'on appelle l'accord de non-censure. C'est-à-dire qu'ils doivent nommer quelqu'un
avec une nouvelle donne politique qui contente non pas le bloc central et les républicains, mais qui contente et les socialistes et les républicains et le bloc central. Donc maintenant, par rapport à ce que je vous ai, vous avez beaucoup plus d'acteurs qui sont en jeu. Le nom de Lescure, par exemple, je sais que les républicains font le haro pour l'éliminer de la course. Oui. Comme c'était le cas de Bayrou, c'était plutôt de la gauche. Et donc à chaque fois que vous avez un nom qui va être cité, Macron doit faire en sorte de contenter et les socialistes et les républicains et son bloc d'origine qui est déjà lui-même très divisé. Donc au final, vous avez quelqu'un où vous avez très peu d'options et c'est possible qu'on arrive sur quelqu'un qui soit sorte du chapeau, soit quelqu'un de la société civile ou qui n'a pas d'antécédents politiques, un peu comme Jean Castex, dans la mesure où il n'aura pas, il aura pas la haine des socialistes, des républicains ou des marcheurs historiques.